Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Secrets de chœur, le rendez-vous des passionnés du chant choral. Je reçois aujourd'hui Rodolphe Perron. Rodolphe n'a pas pu avoir la formation musicale qu'il souhaitait, mais il est désormais chef de chœur, directeur artistique, coach vocal et harmonisateur. On peut donc parler d'une belle revanche. Cet épisode est composé de 2 parties, car Rodolphe a beaucoup de choses à dire. Cette première partie revient sur son parcours. Bonne écoute. Tu m'as donné une date, c'est la date du 11 janvier 1986. Oui. C'est le jour où la première fois tu as commencé à diriger un chœur. Oui. Et c'était en répétition ou c'était en concert? Ah non, c'était en répétition. J'ai créé mon premier groupe vocal ce jour-là, en fait. J'avais eu l'occasion de diriger pendant des répétitions d'une chorale d'adultes dont je faisais partie. Je m'étais lancé, sur 2-3 épisodes comme ça, mais pas là en tant que responsable musical avec une troupe, que je lançais, quoi, voilà. Avec mon frère, d'ailleurs, voilà, on était... Donc déjà ma première question c'est comment de ta naissance à ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été ton parcours pour arriver à devenir chef de chœur? Ah! Si je savais seulement. Non, après de l'environnement, c'est une famille de chanteurs et de musiciens, hein, puisque je viens de l'île de Groix dans le Morbihan, insulaire, breton, musicien. Et puis, voilà, j'ai toujours entendu mon grand-père chanter. Ça chantait dans la famille. Et puis, mes parents sont venus s'établir dans les Côtes-d'Armor. Et puis là, j'ai commencé à chanter, je crois que j'avais 10 ans, à la chorale paroissiale, parce que mes parents sont catholiques pratiquants, et donc on allait à la messe. Et puis, j'ai commencé à intégrer la chorale paroissiale, ouais, pour les grandes fêtes, Noël, Pâques, voilà. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Ouais, j'avais 10 ans. Ensuite, après, les gens de la chorale paroissiale voulaient chanter du profane, mais le prêtre ouvrier, en fait, qui dirigeait la chorale paroissiale ne souhaitait pas, parce qu'il n'avait pas les compétences pour faire du chant autre que religieux. Et donc, c'est un prof de musique qui faisait partie de la chorale paroissiale et qui a accepté, en fait, de monter une section profane. Alors, j'en dis avec émotion, parce que c'était ses obsèques ce matin. 74 ans, il est parti. Voilà, c'est dans l'histoire, et c'est quelqu'un qui m'a lancé, en fait. Donc voilà, c'est un peu ému aujourd'hui par rapport à ça. Je suis désolée. Voilà, il est parti. Voilà, c'est comme ça, hein, c'est la vie, il était malade. Et je me rappelle que quand j'étais au lycée, donc j'étais interne, j'avais 15-16 ans, et c'est ça, il venait parce qu'on manquait déjà de voix d'homme à l'époque, les basses et les ténors, c'était déjà compliqué. Et donc, il venait me chercher. Alors, mon lycée d'internat était à 25 km de mon village, et donc il venait me chercher le mardi soir. Donc, il me déposait chez mes parents. J'allais après avec mon père à la répétition de cette chorale profane, et puis je repartais avec lui, justement, comme il était professeur, en fait, dans un autre collège de la ville où j'étais interne. Et il me ramenait le mercredi matin, en fait, pour avoir une voix d'homme de plus. Donc, pendant mon internat, j'ai pu continuer à chanter. Ça, c'était 1982, j'étais en seconde. Et ensuite, après, j'ai rencontré une chorale de Dijon. C'est marrant aussi, parce qu'il y a des choristes du chœur de France-Bourgogne qui en faisaient partie à l'époque et qui sont encore là. Donc l'histoire, elle est là-bas. Mes parents tenaient un centre de vacances au bord de la mer, et donc cette chorale bourguignonne est venue faire un stage de chant choral et de vacances. Et puis, je les ai écoutés chanter, et les chansons me plaisaient beaucoup. Et c'était déjà des arrangements de Jean-Claude Oudot. Et j'ai fait connaissance avec une choriste qui avait le même nom que moi, Perron. On a sympathisé. Elle m'a dit, moi, je fais partie d'un mouvement de chant choral qui s'appelle Chanson contemporaine. Je t'enverrai les documents. Je me suis inscrit au plus proche de chez moi, en fait, à Concarneau, dans le Finistère Sud, le jour de mon anniversaire. Et donc, c'était Jean-Claude Oudot qui dirigeait le week-end. Et donc, le lundi matin, après mon week-end à Concarneau, il y avait une semaine chantante dans la ville de Troyes, là, dans l'Aube, qui avait lieu en juillet de cette année-là, 1985. Et donc, je me suis inscrit le lundi matin pour cette semaine chantante. Je connaissais personne. Alors, il y avait un deal avec mes parents. Si j'avais mon bac, c'est eux qui payaient ma semaine chantante. Si je l'avais pas, c'était à moi de la financer. Ça, c'est la petite parenthèse amusante. Et tu l'as eu?
eu, péniblement au rattrapage, mais je l'ai eu. Donc, voilà, le deal était réglé. Donc, voilà. Et je me suis retrouvé, je sais plus, mi-juillet, c'est ça, à débarquer à Troyes parmi 900 choristes que je connaissais pas grand monde, voilà. Et donc, et Jean-Claude Houdouin était le directeur musical à l'époque. Et donc, j'ai fait cette semaine chantante-là. Et à l'automne 85, je me suis dit, faut pas que je reste là, quoi. Et puis, c'est vrai que ce que je faisais dans cette chorale profane me satisfaisait pas suffisamment. Enfin, voilà, dans la façon de le faire, dans la façon de... J'ai monté un groupe qui a commencé, oui, le 11 janvier 86. J'en ai pris la direction. Je suis un autodidacte complet parce que j'ai jamais fait d'école de musique. Donc, j'ai appris le solfège à l'école primaire, hein, la clé de sol, les rudiments. J'ai appris la clé de fa tout seul. Et puis, j'ai fait beaucoup de stages et j'ai travaillé aussi tout seul, quoi, parce que pour la petite histoire, j'étais interne. Je rêvais d'intégrer l'école de musique de la ville où j'étais interne, sauf que pour des raisons a priori logistiques, parce que ça me faisait arriver plus tard que tout le monde pour le repas du soir, et donc parce que j'allais prendre mes cours à l'école à 18h, donc je rentrais à 19h, et le repas des internes était à 18h30, donc en fait, avec le recul, je me dis que c'était une façon de me dire, on n'a pas envie de s'embêter pour toi, parce que je pense qu'ils auraient pu me garder un repas 1 ou 2 fois par semaine pour que je rentre un peu plus tard. Enfin bref, voilà, ça a été refusé. Donc l'école de musique m'a été refusée par rapport à ça, au lycée où j'étais interne. Et je me suis dit, ce jour-là, je me vengerai d'une autre manière. Voilà. Je pense qu'avec le recul, je me suis pas mal. Sacrée vengeance, ouais. Ouais, ouais. Voilà. Mais du coup, tu as dirigé en n'ayant eu aucune, formation? Non, je l'ai vu faire beaucoup et puis j'ai fait avec mon feeling. Ensuite après, alors diriger quand on démarre et qu'on apprend des chants, le groupe, on devait être une dizaine au départ, le groupe vocal, donc pas grand monde non plus. Donc je mettais dans une pièce autour, les chaises en rond et puis voilà. Et puis moi je chantais les voix et puis on essayait ouais, ensuite. Après la gestique, elle est arrivée un peu, de façon un petit peu logique, à un moment pour donner les départs, pour faire les ralentis. Et puis, bah, j'ai senti que j'avais ce feeling-là et puis je faisais toujours beaucoup de stages. J'ai vu beaucoup de chefs, dont Jean-Claude, hein, diriger, travailler. Donc voilà, mais je pense que non, j'ai pas eu de formation et puis ça s'est fait vraiment de façon instinctive parce que je voulais chanter en groupe parce que chanter tout seul, ça m'a jamais intéressé. En plus, je suis nul pour être auteur-compositeur, enfin, pour créer des mélodies, enfin, des voix, oui, pas des mélodies et des chansons. Je me serais pas vu artiste, interprète. Et donc, mais je voulais chanter en groupe et effectivement, les chorales me plaisaient beaucoup. Fugain et son Big Bazar, c'était une référence pour moi à l'époque. Et ma troupe, elle était un petit peu créée, un petit peu dans cette image-là, en fait. C'était de chanter ensemble. Donc, à un moment donné, j'étais un peu un coordonnateur, quoi. Voilà. Je faisais de la coordination musicale, faire en sorte qu'on démarre tous ensemble et qu'on chante, voilà. Et puis, dans la création des voix, la lecture des partitions. Donc c'est parti d'une impro au départ. Et puis, bah, ça s'est un peu concrétisé parce que ma troupe, elle a duré 6 ans et que elle s'est développée rapidement parce qu'on a dû faire plus de 80 prestations en 6 ans, donc c'est énorme. On s'est fait reconnaître à une foire exposition à Saint-Brieuc. Ensuite, après, on a été demandé pour animer une soirée de remise de trophées de foot. On a fait les animations musicales devant 1000 personnes. Donc, et puis l'animateur de la salle, c'était Thierry Roland, le présentateur de foot, voilà, et qui m'a interviewé pendant la soirée et qui a trouvé ce qu'on faisait, c'était bien. Et du coup, il m'a présenté en fait au responsable communication de la banque qui était partenaire de cette soirée-là, le Crédit Agricole pour pas le nommer. Et en fait, le Crédit Agricole nous a sponsorisé la sortie de notre première cassette audio, en fait. Donc, ça nous a permis d'aller en studio avec nos 5 musiciens, ma quarantaine de choristes que j'avais à ce moment-là, et puis de faire une cassette avec 8 titres. Et donc, sur les 8 titres, il y avait 5 harmonisations de Jean-Claude. Donc, j'ai envoyé la cassette à Jean-Claude. Et en fait, je me suis rendu compte qu'après, en 92, quand les chœurs de France ont commencé avec Jacques Higelin, Jean-Claude m'attendait, en fait. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc, il n'y a pas de hasard, il y a que des rendez-vous. Je pense que, voilà, ce rendez-vous avec Thierry Roland, il a été le déclencheur. Après, je pense qu'il faut un petit peu de talent parce que si on était dans cette salle-là, ce soir-là, devant 1000 personnes, c'est qu'on avait été repéré en bien. Ensuite, la prestation, bah, j'espère, en tout cas, voilà, a été à la hauteur de ce qu'ils attendaient. Et donc voilà, ensuite, après, c'est un jeu de réseau, d'être en face des bonnes personnes au bon moment. Je suis pas fan de foot du tout.
On s'est retrouvés même à la fin de cette soirée-là à signer, mon épouse qui était soliste, à signer des autographes sur des ballons. Parce qu'en fait, il y avait eu des remises de trophées. C'était l'Eurofoot, je crois que ça s'appelait à l'époque, version cadet. Donc, il y avait des trophées, bien sûr, et puis il y avait des ballons qui étaient remis aux couleurs de la banque. Enfin voilà, donc c'était une belle soirée et qui en a amené plein d'autres et qui fait que ensuite après on faisait des spectacles pour les clubs de foot en fait des petits villages. On se produisait quand même pas mal l'hiver pour des soirées, mais à chaque fois c'était 500, 600 personnes quoi. Donc et puis bah c'est vrai que la sortie de la cassette, il y a eu un lancement officiel fait par le Crédit Agricole. On a chanté devant tous les salariés pour lancer notre album. Et puis ensuite après bah voilà, on a fait un millier de cassettes je crois qui ont été quasiment toutes vendues. Donc un beau parcours quoi en fait. Et j'imagine qu'à l'époque, en plus, il y avait assez peu de chorales, enfin de chants de variété, non? C'était sûrement plutôt des classiques, il y avait assez peu de ces types-là? Alors après oui, on a été enfin je me suis retrouvé à une tournée de chemin puisqu'en fait c'est le mouvement à cœur joie qui était voilà, qui trônait un peu en maître dans le chant choral de après-guerre jusqu'à ces années-là. Et en fait, il y a eu un autre phénomène qui s'est rajouté à ce moment-là, fin des années 70, c'est-à-dire que les Québécois, eux, chantaient en chorale et ont fait le mix puisqu'ils sont proches des États-Unis. Ils ont fait de leur récital choral un spectacle à part entière, c'est-à-dire ils ont utilisé les codes scéniques de la comédie musicale qu'ils ont rajoutés au chant choral, qui fait que les spectacles des Canadiens, ils étaient comme des shows à l'américaine, comme on en trouve à Broadway. Alors adaptés au choral amateur, bien sûr. Et donc il y a un monsieur qui s'appelait François Provencher, qui était québécois et qui a dû arriver pour la première fois, je crois, en 1978 en France. Et donc son mouvement au Québec s'appelait Chanson Nouvelle et c'est ce qui a en fait débouché sur la création du mouvement chanson contemporaine à Troyes en 1978 ou 80. Et donc quand moi je suis arrivé dans ce système-là en 85, les chorales faisaient déjà de la variété depuis quelques années avec de la mise en scène. Alors après, avec une mise en scène qui était plus ou moins élaborée, on est tombé dans les excès, c'est-à-dire une syllabe égale un geste. Donc j'ai vu des groupes, ça tournicotait de tous les côtés parce que parce qu'on mettait des gestes partout et au final, bah, on s'est un peu rendu compte. Alors les choses ont bougé après que en fait ça nuisait à la qualité du chant choral parce que on peut pas avoir de souffle et pour faire de la danse et pour chanter. Enfin voilà. Donc moi j'ai assisté à toute cette naissance là et puis un petit peu aux virages qui ont été pris après. Donc moi c'est vrai que bah, ma troupe elle a été dans cet élan là en fait, ce côté big bazar et le côté chorale québécoise. Et on a fréquenté à l'époque avec les semaines chantantes qu'on a faites des choristes québécois et donc voilà dans le cadre d'échanges on les a vus en concert quand ils venaient en France. Donc voilà on a eu des belles occasions en fait de regarder. Puis il y avait beaucoup de stages à l'époque. C'est vrai qu'il y avait pas internet, il y avait moins de télévision surtout, donc les gens aimaient se retrouver en fait dans des lieux et il y avait beaucoup de rassemblements régionaux, nationaux le week-end et les gens aimaient chanter. Mais comment les gens étaient au courant de ces rassemblements, avant internet, en fait? Ben, on recevait, c'est moi pareil quand j'ai vu cette choriste là chez mes parents qui avait le même nom que moi et qu'elle m'a dit bah dès que je rentre à Dijon, je t'envoie en fait c'était des plaquettes et en fait le mouvement chanson contemporaine sortait un livret en fait plus qu'un prospectus, c'était la vie du mouvement en fait. J'attendais avec impatience de le recevoir à l'époque parce que voilà, je crois que il était trimestriel ou bimensuel, enfin voilà. Et donc on recevait, il y avait toutes les actualités de France, des chorales, les dates de concert et puis il y avait justement des encarts avec les inscriptions pour des stages, rassemblement à tel endroit, tel week-end, donc inscrivez-vous. Et à l'époque, bah, on faisait notre bon d'inscription avec notre chèque, on le mettait dans une enveloppe avec un timbre et puis on allait à la poste le déposer. C'était ça. Maintenant, on fait tout en ligne. Donc il y avait tout ça en plus. Il y avait ce temps de latence où il fallait attendre la réponse. On recevait après la confirmation d'inscription, puis on prenait nos partitions, puis on était tous munis de petits magnétophones qui étaient déjà stéréo à l'époque et on enregistrait pendant les stages nos voix. Puis entre les séances de chant, on les réécoutait pour être prêt pour le bat de finale. Alors que maintenant, on reçoit les MP3 un mois avant, puis on est prié de les savoir en arrivant au Tout à stage. fait. Les choses ont changé énormément aussi à ce niveau-là. Il y avait un côté boy scout, bon enfant. Je me rappelle de stages dans un lycée Jacques Coeur à Orléans en 86, où c'était des dortoirs de 80 lits, quoi. Et donc c'était sur un grand week-end, et donc les bus arrivaient de toute la France entre 21h et 4h du matin. Donc dans des grands dortoirs de 80 ou de 100 lits, ben on commençait à peine à
à s'endormir. Nous, on est arrivés dans les premiers, puis il y avait Bordeaux qui arrivait après, il y avait Annecy qui arrivait. Et donc, pendant toute la nuit, il y avait des arrivées de choristes, donc on dormait quasiment pas. Mais il y avait un truc très joyeux. Alors, la course pour les douches le matin, enfin voilà, c'était encore un style de vie des années 80 où le collectif, il était important. Je pense que maintenant, on aurait du mal à vivre ce genre de moment. Déjà des chambres à 2, 3, 4, on sélectionne ses colocataires, enfin voilà, ce qui est peut-être normal. C'est un signe des temps et c'est sociétal aussi, hein. Mais voilà, c'était toute une ambiance à l'époque. Tu fais une cassette qui arrive aux oreilles de Jean-Claude Doudou. Oui. Et à ce moment-là, tu travaillais déjà par ailleurs ou tu étais encore étudiant ou Moi, j'étais encore étudiant. Moi, j'aurais aimé faire de la musique tout de suite. Et puis, c'est mon prof de musique de l'époque du collège. Il m'avait dit un truc qui m'a marqué sur le coup. J'ai eu l'occasion de lui redire il y a 3 ou 4 ans, parce qu'il est venu à un de mes spectacles. Et je lui ai rappelé, en fait, ce qu'il m'avait dit en disant « Ne fais pas cette bêtise-là, tu vas finir comme moi. » Alors, comme moi, ça veut dire tu vas finir comme prof de musique au collège. Alors, j'ai eu l'impression sur le coup et avec le recul que lui, ça avait été vraiment une punition et qu'il avait un peu raté sa carrière de musicien parce qu'il avait mal fini comme prof de collège. Et mes parents qui étaient là, parce que c'est lors des réunions parents-professeurs où on a ce genre d'échange sur l'orientation et autres, et mes parents avaient adoubé un peu son dialogue et en me disant, bah écoute, tu feras de la musique en loisir, mais toi un vrai métier, quoi, comme c'était le cas à l'époque. Les choses ont changé là aussi depuis, mais à cette époque-là, je pense qu'on peut pas blâmer ses parents de vouloir la sécurité pour ses enfants. Enfin voilà, à l'époque, un métier, un truc, voilà, des fondations sûres. Donc je suis parti là-dessus, donc avec une grosse activité de chant choral, on va dire en loisir, et puis j'ai fait des études pas très convaincantes. J'ai fait 2 années en fac de sciences. Je sais pas ce que j'ai été faire là-bas. Enfin bon, bref. Avec 3 en maths au bac C, c'était compliqué de continuer dans les sciences. J'ai repiqué ma première année de sciences en me disant ça ira peut-être mieux, puis ça a été pire. Et je me suis retrouvé après en formation de commerce international parce qu'il y avait notamment les langues étrangères que j'affectionnais beaucoup et le côté communication avec les pays, avec les autres, qui a fait que je suis devenu progressivement logisticien et transporteur international dans mon vrai métier. Donc ça, j'ai commencé dans la vie active en 1991. Je me suis marié cette année-là et Jean-Claude m'a rappelé en 92 pour faire la tournée Higelin et j'ai intégré les Chœurs de France en septembre 92. Donc ça va faire 33 ans là à la rentrée. Donc en fait, j'ai pas eu le temps et j'ai intégré mon travail puisque à l'époque je vivais à Noisy-le-Grand en région parisienne. J'ai passé 8 ans quand même en région parisienne pour mon travail et puis le week-end je faisais les Chœurs de France. Voilà. Donc tu as ouvert les Chœurs de France Paris, c'est ça? J'ai participé, oui. Comme j'étais sur place, j'ai fait beaucoup de répètes au début à Paris, parce que quand je suis arrivé au Chœurs de France, il y avait déjà 4 chœurs présents, Angers, Bordeaux, Annecy, et puis Annecy, il y avait Nantes, voilà, il y avait Nantes, il y avait Angers et Nantes à l'époque. Et donc l'année qui a suivi, c'est l'année où je suis rentré, Evelyne aussi, et Françoise Pariot qui était chef de chœur à l'époque. Et Jean-Claude nous a pris à l'époque parce que il y avait tournée Higelin, tournée Fugain, les chœurs commençaient à prendre de l'essor, et donc lui a bien vu qu'il pourrait pas y arriver tout seul. Donc on est devenus ses assistants. Les premiers week-ends, on les faisait avec lui. Voilà, il nous encadrait et ensuite, petit à petit, il nous a laissé une journée sur 2. Il nous rejoignait le dimanche, on faisait le samedi tout seul ou l'inverse. Et puis après, petit à petit, on a fait nos week-ends tout seul. Et en fait, en 1993, il y a eu donc Bourgogne, Paris, Amiens et puis Méditerranée qui sont arrivés, les 4 autres chœurs. Et à l'époque, est-ce qu'il y avait d'autres chœurs qui fonctionnaient comme ça, une fois par mois, ou est-ce que c'était vraiment la spécificité des Chœurs de France? Un Chœur de France une fois par mois. Après, beaucoup de chorales sont de façon hebdomadaire. Le système de chansons contemporaines, c'est-à-dire les chorales étaient adhérentes au mouvement, mais il n'y avait pas de programme commun, en fait, comme nous on a au Chœur de France. Les chorales chantaient leur répertoire avec leur chef de chœur dans leur coin, et ensuite, au moment des rassemblements régionaux ou nationaux, s'inscrivait qui voulait, soit en chorale constituée, soit des individuels faisant partie de chorale. Donc on avait une masse de choristes qui était un petit peu hétéroclite, et donc après, ce qui véhiculait à l'époque où il n'y avait pas Internet, c'est les chansons qu'on avait fait, les grands succès qu'on faisait dans les rassemblements régionaux ou nationaux. Les chorales les reprenaient après derrière parce que ça avait plu. Les choristes disaient on a chanté ça, c'était super. Et donc voilà, il y avait ce travail-là aussi parce que l'éditeur, la boîte à chansons, n'avait pas de site internet non plus à l'époque. Donc il nous envoyait une feuille de chou tous les 3-4 mois où il y avait les nouveautés qui sortaient. Et donc il fallait acheter les partitions. Après le recours aux arrangements, il fallait avoir du réseau. Moi j'écrivais beaucoup au chef de chœur, même au Québec et tout ça, je demandais. Alors des fois on avait, des fois on n'avait pas.
Puis des fois, on nous demandait de payer, puis à l'époque, on n'avait pas les moyens, donc on se débrouillait un petit peu. Quand on voit maintenant la facilité qu'on a avec un fichier PDF en un centième de seconde de faire un envoi, c'est vrai que à l'époque, c'était toute une aventure pour gérer un répertoire. Mais il y avait un réseau, c'était une communauté, le chant choral, donc les gens partageaient beaucoup, se voyaient beaucoup lors des rassemblements. Et là, c'était des temps aussi d'échange, c'est-à-dire où les chefs de chœur se rencontraient, où il y avait des échanges de partitions, enfin voilà, déjà. Donc c'était un autre mode de communication. Et effectivement, la singularité des chœurs de France, c'est d'avoir eu 4 puis 8 chœurs qui faisaient exactement le même répertoire. Et ça, je pense qu'on est quasiment, ça bouge un petit peu maintenant, mais on a été longtemps quasiment les seuls à avoir cette puissance de feu au niveau national, c'est-à-dire de faire le même spectacle d'un côté à l'autre de la France. Oui, c'est vraiment novateur. Je sais pas où est-ce qu'il a pris l'idée, Jean-Claude, mais c'est extrêmement novateur, effectivement. Bah, il était déjà sur Bordeaux, il était déjà, voilà, son chœur, ça s'appelait le Grand Chœur d'Aquitaine à l'époque. Moi, la première fois que je les ai vus, j'ai été estomaqué du résultat, parce qu'ils étaient 160, 170. Je me suis dit, c'est impressionnant qu'on peut arriver à ce résultat avec autant de monde, quoi. Parce que moi, j'étais plutôt dans les chorales 20, 30, 40, 50 choristes. Et effectivement, ça avait été vraiment impressionnant. Et je pense que ça a plu à tout le monde et tout le monde a voulu chanter, en fait. Puis en plus, avec lui, parce que il y avait sa notoriété, il y avait les qualités de ses arrangements aussi qui faisaient que les gens venaient adhérer à son projet artistique. Là, tu avais toujours ton premier groupe ou tu l'avais arrêté entre-temps? De 1986, donc janvier 86 jusqu'à janvier 92, où on a loué nous-mêmes la très grande salle où on avait été chanter pour les trophées de foot quelques années avant, et on l'a loué en disant c'est la fin, parce le groupe était constitué de gens qui avaient entre 18 et 25 ans, donc on était tous étudiants dans un petit village breton où en fait on restait pas sur place parce que pour trouver du boulot et faire ses études on partait, et c'est pour ça que nos répétitions à l'époque étaient le samedi en fin d'après-midi, parce que la majorité des choristes étaient en extérieur en études ou au boulot pendant la semaine, et qu'on se réunissait en fait le samedi pour répéter ou faire nos spectacles. Et donc moi je me suis retrouvé donc après ayant trouvé un travail en région parisienne, donc je me voyais pas faire la navette Paris-Bretagne toutes les semaines pour aller assurer les répétitions. On voyait bien que les autres choristes aussi, on était un peu du même âge et commençaient à finir leurs études, à rentrer dans la vie active, avec des mises en couple, avec des déménagements, enfin voilà, qui a fait que le groupe, de toute façon, si moi j'avais pas décidé de le dissoudre, il serait tombé en déliquescence naturellement par rapport à ces problématiques-là. Donc là, en janvier 92, on a loué cette salle-là et on a dit à tout le monde, c'est la dernière. Le dernier show, ça s'appelait. On a fait nos 1000 spectateurs. Et puis, c'est cette même année, en juin, juillet, qu'un choriste de Paris nous a appelé en disant, il y a une tournée Jacques Higelin et Jean-Claude Oudot cherche des choristes, en fait. Quand je suis arrivé à Enghien pour la répétition pour Higelin, Jean-Claude m'attendait. Alors que je suis arrivé en retard. Je m'étais dit au départ, je vais me faire gronder, je vais me faire houspiller parce que je suis en retard. Et puis, en fait, il m'attendait. Il a arrêté la répète pour m'installer, mon épouse et moi, nous filer les partitions. Il est retourné après, il a démarré. Et puis, en fait, à la pause de la répétition, il a foncé sur moi en disant, la semaine prochaine, j'ai un problème parce que j'y répète à Lyon et à Paris le même soir. Donc, est-ce que tu peux faire Paris? Voilà, de but en blanc. Et en fait, il avait écouté ma cassette. Donc, voilà, il avait déjà des indications sur moi, en fait, je pense. Voilà. Donc, tu as été choriste alors? Oui, oui. Moi, j'ai connu Jean-Claude, c'est pour ça, à la différence d'Evelyne, notamment, j'ai connu Jean-Claude en tant que choriste, puisque je l'ai connu en 1985, donc pendant les 4 années qu'on suivit, j'ai fait pas mal de stages où je le voyais régulièrement, et j'étais ténor parmi les ténors. Voilà. Je connais la problématique des choristes, parce que j'en ai fait partie, je sais ce qui se passe, notamment quand les choristes parlent à un moment donné, on a tous forcément ce truc à un moment, puisque c'est un autre pupitre qui travaille, se dire, voilà, parce que j'ai dû le faire comme tout le monde, moi aussi, de parler pendant les répètes, ouais. Mais ça faisait partie aussi d'une certaine jovialité. Non, mais oui, effectivement, j'ai un passé de choriste, effectivement, donc qui fait que je compatis. Donc là, tu rentres au Chœur de France et Ouais. si on avance un petit peu, là, tu crées d'autres troupes chantantes après, quelque temps après. Alors en fait, tant que je suis resté sur Paris, je suis arrivé ici à Laval janvier 99, donc j'ai été quasiment 8 ans à Noisy-le-Grand. Je travaillais donc sur Marne-la-Vallée. Bon, on a eu la naissance de nos 2 enfants, et puis à un moment donné, nous étant bretons et du bord de la mer et tout ça, on voulait quand même se rapprocher un peu de l'Ouest. Et puis j'avais commencé là à faire de la prospection et à répondre à des annonces. Puis il faut démarrer sa carrière, il faut se faire un petit CV aussi, quand on démarre, c'est pas toujours... Donc au bout de 8 ans, j'avais des prétentions professionnelles qui me permettaient de postuler sur d'autres postes. Et c'est comme ça que je suis arrivé par le biais d'un recrutement donc chez Alcatel Laval en janvier 99, voilà, en tant qu'assistant logistique. Donc on se rapprochait de notre Bretagne natale. Moi, j'ai continué les chœurs de France.
Et puis, j'ai été démasqué par une voisine dans le lotissement où on habitait à Laval. Et puis, qui m'a demandé, je crois 6 mois après, de pouvoir reprendre une chorale de jeunes qu'il y avait sur Laval. Je crois qu'elle faisait, cette personne-là et son mari, des bals folk. Et donc, la chef de chœur, une des chefs de chœur de Laval qui cherchait un remplaçant, en fait, son mari faisait des bals folk et elle faisait du chant choral. Et donc, quand mon épouse et la voisine d'en face ont sympathisé, elle lui a dit déjà, bah, mon mari, il est très souvent absent parce qu'il est chef de chœur, il dirige des chœurs sur toute la France, donc le week-end, il est pas là. Et puis, de fil en aiguille, ce qui fait que la dame en question m'a appelé en disant, j'ai appris par votre voisinage que vous étiez chef de chœur, alors que moi, je m'étais dit, je suis au Chœur de France et à Laval, je reste un parfait inconnu et je continue mon truc comme ça, voilà. Et donc, 6 mois après, j'ai repris un chœur de jeunes, qui s'appelait Café Sucré. Ils étaient 8 ou 9 choristes. Le groupe est monté à 70. Et donc, ça, c'était en 99-2000, je crois. Oui, c'est ça. Et en fait, les parents de ces jeunes-là que j'avais repris, quand ils ont vu le style de spectacle que je me mettais à faire, moi, j'ai fait pareil que ce que j'avais avec ma première troupe, hein. Parce que j'avais des jeunes, moi, je l'étais plus, ou moins, en tout cas, mais j'avais des 15-20 ans en face de moi. En fait, on a fait une première prestation et c'est des parents de ces choristes-là qui ont dit, nous, on aimerait bien avoir une chorale de variété comme ça, mais pour adultes. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, avec l'ex-chef de chœur qui gérait toujours la logistique de la chorale, moi, mon pianiste que j'avais connu entre-temps, on s'est posé la question de se dire pourquoi on ne créerait pas sur Laval, parce qu'il y avait déjà une dizaine de chorales, mais qui ne proposaient pas ce type de répertoire. Et donc, très en amont, c'était en 2001, on s'est dit notre première répétition à Laval, ça sera le 11 septembre 2001. Voilà. Énorme! Oui, énorme. Oui, énorme, énorme. Nous aussi, on avait planifié à l'avance, mais pas pour les mêmes raisons. Enfin, l'humour est un peu noir, mais voilà. Et c'est vrai que ce jour-là, j'étais au bureau quand on nous a annoncé tout ce qui était en train de se passer et tout. Moi, je me suis dit, c'est loupé pour ce soir, hein. Les gens viendront pas avec tout ce qui, voilà. Et il y avait 150 personnes le soir, le premier soir, voilà. Donc ça veut dire que les gens avaient de toute façon décidé de venir tenter l'aventure. Et puis je pense que peut-être doublement ce soir-là, avec les images qu'on avait vues, avait envie de passer à autre chose, enfin, ou de changer d'air ce soir-là. Donc on avait fait, je crois, une 50aine de photocopies. J'avais mis plusieurs refrains. Il y avait la javanaise, Emmenez-moi. Pour démarrer, hein, quand on part de zéro, j'ai mis des refrains à 2, 3, 4 voix. Voilà, il a fallu qu'ils se partagent une feuille pour 3. Donc voilà. Et ce jour-là, je me suis retrouvé devant 150 personnes. Je me suis dit, au Chœur de France, c'est entre 150 et 200. Donc moi, j'étais pas perdu du tout, en fait. Coup de cœur, Laval est né ce 11 septembre 2001, ouais. Donc des débuts explosifs de coup de Ouais, cœur, hein. ouais, puisque Voilà. ça a été 150, 160 et ça n'a jamais désempli. On était 200 déjà l'année suivante et on est toujours entre 200 et 210, quoi. Voilà, donc Ouais, donc qui existe encore effectivement, ouais. oui, oui, toujours, ouais, c'est 23e saison, voilà, c'est ça qu'on va. Donc là, tu enchaînes, Oui. et Donc je ensuite reste toujours au Chœur de France, hein. Donc de 2001 à 2005, 2006 où Alcatel a revendu son usine à un sous-traitant singapourien et l'usine de Laval en fait a fermé ses portes après avoir été mise en sous-traitance pendant 3 ans. Donc ça c'était fin 2005. J'ai rebondi très vite parce que j'ai trouvé un travail donc de responsable des transports dans le groupe Lactalis. Et donc on a Laval qui est quand même le fief historique de la maison baignée Lactalis. Donc je suis rentré dans cette entreprise-là suite à mon licenciement d'Alcatel et j'ai fait 9 ans en fait. Et donc 9 ans, ça nous amène à janvier 2014 où à la faveur d'une réorganisation logistique, j'ai senti que j'avais une carte à jouer. J'ai négocié une rupture conventionnelle. Les planètes étaient alignées, la maison était quasiment finie de payer, les enfants étaient en études, donc tout était bien engagé, qui fait qu'à un moment donné, vivre de la musique, pourquoi pas, mais je voulais pas mettre en difficulté mon entourage proche. Ça, c'était vraiment la condition de dire papa, il a fait des bêtises, puis du coup, on va être obligé de manger des pâtes pendant toute la fin du mois. Donc voilà, trivialement, c'était un petit peu ça. Donc là, j'ai senti à ce moment-là que peut-être potentiellement je pouvais. Donc ça a été janvier 2014. J'ai quitté l'entreprise et je me suis mis entre guillemets à plein temps. J'avais déjà coup de cœur à Laval, les chœurs de France. Et puis c'est là qu'on est venu me chercher pour faire de la chorale d'entreprise. C'est pareil, des gens qui savaient que j'étais disponible et qui ont dit, nous, on voudrait chanter le midi. Donc, ça a été un groupe carrossier qui est sur Laval, qui a commencé. Ensuite, c'est Lactalis qui est venu me chercher, en fait, alors que je les avais quittés. oui, ce que j'allais dire, tu avais démissionné et quelque temps après, ils t'ont rappelé pour le chœur Ouais, entreprise. alors ils m'ont rappelé dans le cadre du chant choral, en fait. Et donc, du coup, et depuis, parce que j'y étais encore hier midi, je fais chanter les choristes de Lactalis tous les jeudis midi. Avec ce côté très jouissif que eux ils retournent au boulot à 13h30 et moi je rentre chez moi. Donc, Alors, justement, parce que les chorales d'entreprise, ça doit être très différent des chorales habituelles.
Enfin, pour toi, en tant que chef de chœur, c'est la même chose ou est-ce que c'est très différent? Non, c'est différent. On fait du chant choral, effectivement. Après, il y a plusieurs sujets. On n'a pas la pression de faire un spectacle. En fait, la seule chose que les gens veulent, c'est 1 heure de détente et de se faire plaisir pendant la pause déjeuner, avant de retourner au travail. Et moi, donc, j'ai cette double casquette d'animer cette heure, c'est-à-dire qu'elle doit être joviale, joyeuse, et en même temps de faire un travail vocal rapide et efficace. Parce que le but du jeu, c'est qu'ils sortent de leur heure de travail, entre guillemets, ou de détente, en ayant la sensation d'avoir avancé, c'est-à-dire d'avoir créé soit un refrain à 4 voix, autre chose comme ça, voilà, d'avoir fait quelque chose ensemble avec de l'harmonie. Donc effectivement, c'est 1 heure où je chôme pas, hein. Et puis voilà, le but du jeu, c'est on s'amuse. Ensuite, après, voilà, dans les arrangements, je simplifie aussi la tâche pour que ce soit efficace, parce qu'on n'a pas la prétention de rentrer dans le même niveau de détail. Ensuite, après, j'essaye de faire en sorte que ce soit en place, que ce soit juste. Enfin, ma façon de travailler, elle change pas. Mais les enjeux sont pas les mêmes que quand on va un week-end au Cœur de France et qu'on a un spectacle avec un public qui va payer jusqu'à 70 € sa place. Moi, je dis toujours à tous les choristes, vous êtes des amateurs, c'est une activité, vous êtes libre de la faire ou de pas la faire. À partir du moment où vous êtes engagé, la seule frontière qu'on peut pas franchir, c'est une fois qu'on se présente devant un public qui a payé sa place, la moindre des choses, c'est de savoir ses textes et ses mises en scène. C'est la seule frontière infranchissable à ce niveau-là. Après, on peut dire tout ce qu'on veut. Là, il n'y a pas cette pression-là en entreprise, c'est de se faire plaisir pendant 1 heure entre 2 séquences de travail. Et donc, et de faire de la polyphonie et puis d'apprécier ce qu'on fait, voilà. Alors, il s'est trouvé qu'avec le temps, au mois de juin, les choristes disent, ça serait bien qu'on puisse présenter aux autres collègues le résultat de notre travail. Donc, voilà, c'est sûr que chez Lactalis, ça se fait dans le restaurant d'entreprise et il y a 600 à 700 personnes qui assistent. Donc, c'est plus une petite aubade de fin d'année, quoi. On est obligé aussi de faire quelque chose qui, voilà. Et là, cette année, avec Lactalis, je viens de réaliser un clip qui a été tourné dans la Cité du lait, qui est le plus grand musée laitier du monde, qui est à Laval, en fait, voilà. Et donc, on a tourné des séquences avec le service communication. Et puis, j'ai fait le montage vidéo après derrière, qui va être diffusé sur leur intranet mondial. Ouais. Voilà. Donc du coup, ça devient plus la petite heure de détente chaque semaine. Il y a un but et Oui. ouais, ouais. Donc tu rajoutes de la tension quand même. Oui, moi, c'est un job, oui, tout ça. Alors, c'est vrai que j'ai Lactalis, j'ai le Crédit Mutuel, donc pour pas les citer, donc d'autres banquiers que j'ai le mardi midi. Donc, voilà. Donc, je fais Coup de cœur Laval le mardi soir. Je vais sur Rennes, puisqu'en 2014, je devais pas avoir assez, certainement, avec mon pianiste. On est allé prendre notre bâton de pèlerin et on a créé une troupe qui s'appelle Not in Rennes et on est 217 cette année. Les effectifs n'ont jamais dégonflé non plus. Et on fête nos 10 ans de scène les 13 et 14 juin. Donc, le mercredi soir, c'est l'équivalent de Laval, mais à Rennes, voilà, donc avec d'autres choristes, avec un autre répertoire, un autre programme. Et puis le jeudi midi, donc c'est Lactalis. Le jeudi soir, c'est mon équipe mise en scène de Laval en ce moment. Et puis le vendredi, j'ai un peu de repos avant de repartir au Cœur de France. Quel rythme, c'est impressionnant. Ouais. Et encore, j'ai eu jusqu'à 5 chorales d'entreprise. Il y en a une qui s'est arrêtée parce que, avec le Covid, ils ont modifié leurs horaires de travail. Du coup, ils avaient décidé de ne faire que 3/4 d'heure de pause le midi, ce qui devient très insuffisant. Et puis 2 autres chorales que je faisais en alternance aussi le vendredi, que j'étais obligé d'arrêter aussi parce que je sentais bien que 6 jours sur 7 à utiliser mes cordes vocales de façon intensive, je risquais, voilà. Oui, il y a ça. Il y a effectivement les codes vocales et puis il y a aussi ton énergie, quoi. Enfin, à un moment donné, il faut quand même que tu te reposes, quoi. Oui, je crois qu'à un moment donné, il faut se ménager des portes de sortie, quoi. Voilà, parce que les gens voient aussi le moment où on est en répétition. Je parle des Chœurs de France, où effectivement, depuis le départ de Jean-Claude, on a récupéré avec mes 2 collègues la direction artistique, et c'est pas que de chanter le week-end, quoi. C'est-à-dire, avant d'arriver, là, je vais à Angers demain, il faut que mes chansons soient prêtes pour les faire chanter aux choristes. Et puis c'est toute la communication et le temps masqué, les heures passées à préparer, les renforts pour les spectacles, l'organisation, les déplacements. Enfin, oui, c'est du 70 heures semaine, ouais, me concernant en tout cas, facile. Ouais. Avec des semaines qui commencent le lundi matin et qui se finissent le dimanche soir. C'est ça un peu le. Mais bon, c'est ça les métiers passion. Heureusement que tu vois un petit peu ta femme dans quelques répétitions pour la croiser un peu. Ce soir, normalement, on essaye de faire en sorte que le vendredi soir, on puisse avoir une soirée libre pour nous 2 déjà. C'est la seule soirée de la semaine que j'ai de libre, donc voilà, avant de partir pour Angers demain et de rentrer dimanche soir. Donc oui, ça fait partie. Bon, elle a été accordéoniste de Bâle, elle sait ce que c'est que se déplacer tous les week-ends, de faire voilà, elle a écumé les routes bretonnes avant que je prenne le relais, donc elle sait comment ça se passe. Puis voilà, après, on est aussi indépendants tous les deux, enfin, qui fait que bon, voilà, on est mariés depuis 33 ans, donc
on est habitué en fait à ce genre de choses. Je dis pas que c'est facile pour elle tous les week-ends parce que maintenant que les enfants ont quitté le nid, c'est plus compliqué la solitude à gérer aussi. Hein, donc voilà. Mais c'est un choix en tout cas assumé en tout cas à deux. À ce moment-là, au moment de Not in Rennes, je crois que tu as aussi fait une formation en coaching vocal? Voilà, tout à fait. Ouais, c'était en 2016, toute l'année en fait, par des relations comme ça, je me suis inscrit à une session de formation d'un monsieur qui s'appelle Richard Cross, qui a été donc coach vocal. Sa première élève, c'était Annie Lennox de Eurythmics quand même, dans les références. Donc qui a travaillé avec pas mal de références de la chanson comme Sardou, comme Moran. Lui, il ne voulait pas uniquement en fait coacher des gens qui ont pignon sur rue. Il avait une pédagogie en fait qu'il a mise en place et qui souhaitait voir perdurer, c'est-à-dire il s'est mis à former chaque année une vingtaine de professeurs, de coachs vocaux à l'image de sa pédagogie. Moi, j'ai eu la chance d'intégrer sa session de formation 2016 et donc j'allais à Paris 3 jours par mois, lundi, mardi, mercredi. Je partais le lundi matin, je dormais le lundi soir sur Paris. Le mardi soir, je revenais en train pour faire la répète de Laval. Je repartais de Laval le mercredi matin et le mercredi soir, je faisais Paris-Rennes pour assurer ma répète de Rennes. Voilà. Et ça pendant 1 an, c'est ça? Ou ouais. Voilà, c'est ça, ouais, ouais. Et donc, il débouche après sur une certification pour être professeur, donc professeur de chant, coach vocal, parce que le terme est plus adéquat. Dans le mot coach et coaching, il y a la notion d'accompagnement, en fait. Et donc, qui fait que depuis 2017, j'ai aussi des cours individuels en tant que coach vocal, des gens qui viennent ici à mon domicile prendre des cours de chant. D'accord, c'est individuel, c'est pas du tout du coaching, du coup en chorale? Ah non, non, parce que je sentais que j'avais besoin de ce complément-là aussi, la relation, à l'autre, dans un mode, voilà, pour compléter un petit peu les connaissances que j'avais et l'expérience surtout du collectif. Et donc la formation a été, enfin, extraordinaire à tout point de vue parce que c'est un super pédagogue. Enfin voilà, j'ai passé vraiment, et c'est le petit clin d'œil de ça, c'est-à-dire en tant qu'autodidacte où j'ai mené mon chemin, à la force de mes bras, on va dire. Le 1er jour où je me suis retrouvé en formation, chez Richard, on était donc une vingtaine ou 25 stagiaires avec des profils, des anciens de la Starac, une prof de chant lyrique, enfin avec des profils musicaux absolument pour certains, voilà. Et moi, l'autodidacte, je me suis retrouvé pour la première fois de ma vie à ma place. À l'issue de cette première session, je me suis dit, je me suis pas trompé de chemin. Et en fait, j'ai ma place parce que je me sentais pas déconnecté des autres. Et en mode collectif, j'avais plein de choses à apprendre aussi aux autres qui, eux, pour le coup, ne faisaient que de l'individuel. Donc ça a été très intéressant, très interactif en tout cas, voilà. Et non, vraiment une année superbe, oui. Et donc voilà, je continue maintenant, alors pas assez à mon goût, c'est-à-dire comme mes activités collectives sont déjà trop importantes, je limite énormément le nombre de mes élèves, quoi. Donc parce que j'ai pas le temps. C'est mon médecin qui m'a dit une fois, vous avez un métier passion. Donc pour vous, vous ne travaillez pas, vous chantez, puisque vous êtes dans votre passion. Sauf que votre corps, votre cerveau, votre organisme, eux, ils travaillent et ils sont en activité, voire en surchauffe quasi continue. Donc me dit, il faut que vous mettiez les warnings aussi vous. Après, c'est toute la difficulté de mettre des barrières. Et en plus, tu as les engagements, enfin quand il y a 200 choristes qui vont répéter avec toi, si tu es, malade, c'est compliqué. Enfin ça t'est jamais arrivé d'ailleurs d'annuler des répétitions? Ça ne nous est jamais arrivé parce que on s'est posé la question avec mes collègues aussi plusieurs fois. C'est-à-dire que pour l'instant, on a fait le job. On n'a jamais eu encore le cas où l'un de nous trois, en fait, était indisponible. Marie-Pierre, non? Marie-Pierre a eu une période où elle s'est fait opérer effectivement pendant plusieurs mois. Alors Jean-Claude vivait encore, on a fait à 3 au lieu de 4, mais on a géré. Là, c'est vrai que la question se pose et je vois mes 2 grands cœurs à Laval ou à Rennes, je me dois d'être là. Des petits détails, c'est que je fais du vélo de temps en temps et les périodes qui précèdent les spectacles, pour pas risquer une chute à vélo, donc une incapacité, donc que ce soit au Cœur de France avant les spectacles ou les miens, j'essaye de limiter mes déplacements ou de faire très attention par rapport à, enfin, c'est des petits détails. Mais moi, sur Laval ou à Rennes, un spectacle où je suis pas, c'est un spectacle annulé. Donc c'est une forte pression aussi. C'est pas que ça m'enchante, hein, parce que j'aurais aimé, comme Jean-Claude nous a trouvé à l'époque, j'aimerais trouver dans les chœurs quelqu'un qui vienne un moment me dire ou nous dire, j'aimerais faire comme tu fais et prendre ta place et m'essayer, voilà. Sauf on ne voit pas, on ne voit pas ça. Est-ce qu'à un moment donné, avec ton diplôme par exemple de coach vocal, tu pourrais pas imaginer, créer une école des chefs de chœur, et de temps en temps piocher dans tes élèves pour, t'alléger? Enfin, non? Non.
Enfin, c'est difficile à concevoir parce que école de chef de chœur, enfin, il y a une méthode traditionnelle, il y a un bras qui fait la battue, comme on dit, puis l'autre qui donne l'expression. Ça, c'est, on va dire, le chose. Ensuite, après, dans la chanson et autres, c'est plutôt du ressenti et je vois avec mes collègues, on a des directions un peu différentes. Au final, on essaye de se retrouver sur un essentiel commun, mais je peux distiller des conseils éventuellement. De là à en faire une formation, je me sens pas les épaules de ça. Je manquerais de quoi faire, je pense. Parce que, vu mon expérience à moi, c'est l'expérience et le fait d'avoir fait beaucoup de stages, d'avoir été, dit 11 janvier 86, ça va faire 40 ans que je suis en répète toutes les semaines. Donc forcément, il y a un savoir-faire, un savoir-être aussi que j'ai développé. J'ai appris aussi, comment on gère les choristes un week-end, quand le dimanche vers midi, on entend déjà comment je veux dire, artificiellement, mais les estomacs gargouillés. Et en fait, à 14h, 15h après, il y a la pleine digestion qui fait qu'on voit les choristes qui s'assoupissent devant soi. Et donc, il y a une gestion là aussi de l'animation et notamment du répertoire qu'on choisit dans ces moments-là, où les fins de session, moi, le mardi et le mercredi à 22h, la dernière demi-heure, je prends des chansons un petit peu plus joyeuses, plus rythmées, des choses comme ça, pour maintenir les esprits en éveil. Et si j'ai du travail technique important à faire, je le fais dans les 3 premiers quarts d'heure de la répétition parce que un petit peu, c'est l'équivalent de la courbe de l'attention des élèves dans une classe où elle est maximale les 10 premières minutes, elle chute drastiquement après, et elle est quasiment égale à 0 sur les 10 dernières minutes de l'heure de cours. Et je pense que les cycles, au fait, de l'attention des choristes, comme ce soit, ou dans des réunions et autres, il est un petit peu sur le même modèle. Donc on s'adapte. Et donc, tout ce travail-là, en fait, c'est la richesse de l'expérience qui fait qu'à un moment donné, après de là en faire une école, non. Enfin, puis là, j'ai pas le temps d'y penser. J'ai un nouveau spectacle à Rennes le 13-14 juin. J'ai un nouveau spectacle à Laval le 20, c'est-à-dire la semaine suivante, avec tout ce que ça suppose en création, les enchaînements, les présentations, les solistes, les auditions et autres. Et je suis déjà, enfin, plus les chœurs de France. Je vois pas comment je pourrais intégrer décemment. Autrement, comment je veux dire, que ça empiéterait sur mon intégrité physique et intellectuelle. Et ce n'est pas fini. Nous arrivons à la fin de la première partie de cet épisode, mais une deuxième partie vous attend juste après. Nous allons y parler de la vie d'une chorale, des répétitions jusqu'au concert. Cet entretien a été mené par Corinne. Le chant n'est pas une pratique solitaire. Il réchauffe et réunit les cœurs. Alors, rejoignez vite un ensemble vocal.